Fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre émission Les Belles Lettres qui, à un moment donné, s'était consacrée uniquement aux activités culturelles, le mois du livre et de la lecture et le festival littéraire Le Souffle de l'Harmattan. Mais aujourd'hui, nous renouons donc avec la présentation des livres avec les écrivains. Nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Deli Senzoumi Nestor, qui a écrit un livre intitulé « Penser les prises d'otages contre rançon, médias et systèmes d'alerte en Afrique ». Bonjour et bienvenue Monsieur Nestor. Bonjour. Voilà. Monsieur Deli Senzoumi Nestor est né le 24 février 1973 à Zalbi, par Léré dans le Mayo-Kébi Ouest. Titulaire d'un master en philosophie classique de l'Université catholique d'Afrique centrale, il est le fondateur et directeur de publication du journal Éclairage, le Troisième Œil. Il pratique le journalisme depuis une vingtaine d'années et a exercé dans plusieurs journaux, notamment Tchad et Culture, Le Temps, N'Djamena Bi Hebdo et La Voix. Ancien donc directeur de cabinet au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il est aussi donc chargé de communication, où il a été au programme de renforcement de la gouvernance démocratique au Conseil économique, social et culturel et consultant en communication au Conseil national donc de lutte contre le sida CNLS. Sur le plan universitaire, M. Nestor a coécrit 2 articles scientifiques avec le politiste camerounais professeur Mathias Eric Owona Ngini dans la revue Enjeu. Il a réalisé 2 importants travaux de recherche en philosophie politique, notamment la violence révolutionnaire dans la pensée marxiste-léniniste à l'UQAC en 2007 et la violence politique chez Hannah Arendt, toujours à l'UQAC en 2008. Sur le plan littéraire, Les Pauvres de Yamchonga est la première nouvelle primée au concours de la meilleure nouvelle de la francophonie au Tchad en l'an 2000. Monsieur Nestor est aussi l'auteur de la nouvelle Des Diables à Dar el Djamma, publiée dans le recueil collectif des nouvelles intitulées Charivari, paru aux éditions Lupopo de Yaoundé en 2016, que nous avons déjà fait passer donc sur à ce plateau. En 2017, Monsieur Nestor a donc publié chez Ifriqiya à Yaoundé ce essai qui fait donc l'objet de notre entretien aujourd'hui, intitulé donc Penser les prises d'otages contre rançon, médias et systèmes d'alerte en Afrique. Alors, Monsieur Nestor, en écrivant donc et en publiant cet ouvrage sur les prises d'otages contre rançon, quel est l'objectif que vous poursuivez? Ben, il n'y a pas un objectif précis, mais sauf que c'est un plaidoyer pour que les gens travaillent en faveur de la lutte contre cette insécurité transfrontalière. Simplement ça. Okay. Sinon, tout est parti du drame de Mataléré en septembre 2011. Mataléré, c'est que dans ces villages-là, le chef de village est accusé de complicité. Il était de mèche avec les ravisseurs, les preneurs d'otages contre rançon. Donc ce sont un de ses enfants qui l'aurait dénoncé au comité d'autodéfense villageois. Donc la population qui voulait se protéger, qui voulait assurer sa sécurité, a décidé d'interpeller ce chef de village-là. Malheureusement, le chef de village et 3 de ses notables ont fini dans les bûchers. Ils sont morts, ils ont été exécutés par les villageois qui les accusaient d'être en complicité avec les bandits. Donc cela m'a inspiré ce livre. Pourquoi? Parce que déjà depuis 2003, j'ai commencé à écrire des articles sur le phénomène d'enlèvement de personnes contre rançon dans cette zone frontalière sud-ouest du Tchad, qui est en frontière avec le Cameroun. Donc j'écrivais des articles, déjà d'abord à la radio Terre Nouvelle, après dans le journal Le Temps, dans N'Djamena Hebdo. Donc j'ai parcouru des régions pour avoir des informations précises et diffusées. J'ai même interviewé des responsables des autorités administratives. Donc ça veut dire que l'information est déjà livrée à la place publique. Et moi je pensais que le pouvoir public devait déjà saisir cette occasion-là pour travailler afin d'enrayer ce phénomène-là. Malheureusement ça continue jusqu'à ce que Mataléré survienne. Et quand Mataléré est arrivé,
Alors on a mis des gens en prison et après ils ont été relaxés simplement. Les derniers ont été relaxés en 2014. Je me suis dit mais comme ils sont relaxés et que le phénomène continue, pourquoi ne pas compiler et faire une analyse sur la question pour que les gens comprennent l'importance de la lutte contre ces problèmes-là. Ok. Comment se passe donc ce phénomène de prise d'otages? Ben, c'est un phénomène bizarre. Moi, personnellement, j'ai commencé à entendre parler de cela à partir de 2003. Mais il semblait que ça a commencé depuis longtemps. Au départ, c'était un simple problème de banditisme, ce qu'on appelle les araguines, des coupeurs de route. Donc c'est les coupeurs de route qui coupaient les routes pour prendre l'argent de la vente de bœufs, par exemple, avec les villageois qui partaient vendre leurs troupeaux au marché, ou que ces coupeurs de route, eux-mêmes, ils arrivent à arracher des troupeaux de bœufs pour aller les vendre dans d'autres villages. Mais par la suite, ils se sont rendus compte que les gens ne gardaient plus de bœufs. Les gens n'ont plus assez de bœufs et ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Raison pour laquelle ils ont trouvé une solution. Il faut maintenant venir auprès du village, arracher les enfants des éleveurs et demander en contrepartie de l'argent. Et comment ils le font? Vous parlez du mode opératoire, n'est-ce pas? Donc c'est que quand les bandits arrivent dans le village, ils ont souvent un guide, dit-on. Ils ont un guide qui leur dit que celui-là, tel monsieur, a assez de bœufs. Il a un troupeau de bœufs. Un villageois qui doit être un villageois. Voilà, un villageois les informe. Eux, ils se dissimulent parmi les bergers et ils se sympathisent avec les bergers et les bergers leur donnent des informations sur les propriétaires des troupeaux. Et donc, ils décident d'arrêter, de kidnapper l'un des enfants de celui qui a beaucoup de troupeaux. Ils se retirent en brousse et ils appellent le monsieur. Et généralement, dit-on, au départ, ils faisaient avec les SIM des opérateurs téléphoniques du Cameroun. Mais ces derniers temps, ils le font avec Tigo et RTL tranquillement. Donc, ils appellent, on vous demande, on vous fixe un délai, on vous donne un rendez-vous, et on vous dit, apportez de l'argent. Généralement, c'est des millions de francs CFA. Apportez de l'argent, déposez dans tel endroit, et je relâche votre enfant. Et les villageois le font. Dans le livre, des statistiques glaçantes sont à lire aux pages 42 et 43 que je vais lire pour nos téléspectateurs. Ainsi, dans la seule région du Mayo-Kébi Ouest, pendant la période allant du 27 mai au 25 décembre 2006, l'on dénombre plus de 90 personnes enlevées, 8 tuées et 3 blessées. 276 autres se sont déplacés. Le montant des rançons payées s'élève à 99,8 millions de francs CFA. À la page suivante, nous avons encore un autre extrait. Pour l'année 2007, la RTN, c'est-à-dire Radio Terre Nouvelle, a produit un tableau récapitulatif du phénomène en termes de nombre d'enfants enlevés, 158, de la rançon versée par les parents, agriculteurs et éleveurs pour la libération des otages, 180 millions de francs CFA, et du nombre d'enfants tués, 13, par les ravisseurs. Le tableau fait aussi mention de plus de 2000 personnes forcées à se déplacer pour se mettre hors du danger. Alors la question qu'on se pose directement est celle de savoir quelle est la réaction des pouvoirs publics dans cette situation à cette époque. Ben, le pouvoir public, c'est-à-dire les autorités administratives, militaires, ben, disons que quand il y a un enlèvement, ils sont aussi inquiétés, ils sont inquiets, ils font comme tout le monde. Et là-bas, dans la région, il y avait ce qu'on appelle les forces anti-gangs. Donc on a envoyé ces éléments à la militaire là pour travailler, pour lutter contre ce phénomène-là. Donc c'est les gouverneurs, c'est les préfets qui suivaient leurs actions sur le terrain. Donc quand il y a un enlèvement, ils sont... Est-ce qu'ils arrivent à mettre la main sur les ravisseurs? Malheureusement non, malheureusement non. J'ai un souvenir de 2003, quand j'étais à la radio Terre Nouvelle de Bongor par exemple. On nous appelle pour nous dire qu'il y a eu enlèvement dans la zone de Fianga. Et les autorités militaires là-bas appellent Bongor. À l'époque, là, c'était des régions. Donc, Bongor envoie des éléments de forces militaires pour Fianga. Mais malheureusement, ils passent par Gunugaya, ils vont à Pala et ils reviennent. Et entre-temps, le gouverneur, le préfet est à Bongor. Il suit de loin ces opérations.
Mais malheureusement, on nous dit après que les bandits sont échappés. Ils ont pris la poudre d'escampette. Oui. Alors, d'après vos investigations sur le terrain, qui sont en fait ces ravisseurs? Où se cachent-ils? Le Tchad partage une zone frontière avec le Cameroun, c'est une zone de forêt. Il y a aussi une zone de frontière avec la Centrafrique, c'est aussi une zone de forêt. Donc, ces bandits-là sont entre les deux frontières. Les bandits ne sont pas que des Tchadiens, ne sont pas que des Camerounais, ne sont pas que des Centrafricains, mais il y a aussi parmi eux, c'est établi qu'il y avait des Nigériens et des Nigérians. Donc, les Nigériens et les Nigérians viennent au secours de ceux qui sont sur la frontière et ils essaient de former ensemble un groupe pour travailler. Ce travail qui consiste à faire du mal, qui consiste à avoir de l'argent. Et selon nos investigations, au départ, il se trouvait que c'était des militaires déflatés, ceux qui sont rentrés chez eux avec des armes, ou bien des anciens rebelles qui se sont constitués en bandits pour avoir un peu d'argent. Ils étaient des arguinas, simplement. Mais par la suite, ces groupes-là se sont formalisés pour devenir des ravisseurs au sens fort du mot. Vraiment. Alors, dans l'ouvrage, vous rapportez que des autorités administratives traditionnelles et militaires seraient des complices des ravisseurs. Comment donc comprendre que les autorités qui sont censées sécuriser ou protéger les personnes et leurs biens se retrouvent en train de vampiriser leur propre population? C'est vraiment triste. J'ai mis au conditionnel serait. Et une fois, j'ai interrogé un ancien gouverneur du Mayo-Kibi Ouest qui m'a donné une réponse comme quoi il n'a pas encore obtenu des informations comme quoi les autorités sont complices. Il n'a pas encore trouvé une autorité qui est complice. Mais malheureusement, les associations de défense des droits humains, il y a eu des mémorandums de la population, des ressortissants du Mayo-Kibi Ouest qui montrent clairement que certaines personnes qui vivent chez les autorités sont impliquées dans les prises d'otages contre rançon. Donc c'est ça qui nous a conduit à dire qu'ils sont impliqués. Et curieusement, par la suite, on se rendra compte ouvertement qu'il y a des chefs traditionnels qui sont impliqués, d'où le chef de Mataléré qui a trouvé la mort parce que c'est son fils, un de ses enfants, qui l'a dénoncé. Alors, vous avez effectué des grands reportages sur le phénomène. Dites-nous pourquoi est-ce que les victimes refusent-elles de collaborer avec les autorités dans la gestion des prises d'otages? C'est ce que vous dites dans le livre. Oui, cela dépend de la condition dans laquelle il y a des prises d'otages. Si les preneurs d'otages arrivent à prendre un enfant et qu'ils mettent de la pression aux parents, vous voyez, s'il y a un ultimatum qui est donné et si le délai est bref, les parents, et aussi les parents arrivent à ramasser l'argent demandé, ils courent en brousse pour remettre tranquillement. Mais au cas où ça dure, c'est en ce moment qu'ils finissent par informer des autorités. Il y a eu, je voudrais dire, il y a eu des parents qui ont informé l'autorité et l'autorité a mis en route les forces de l'ordre qui sont arrivées à récupérer les enfants pris en otage. Mais pour la plupart des cas, les gens n'informent pas. Parce qu'ils craignent la vie de leurs proches qui est retenue en brousse par les bandits. Aussi. Des représailles, oui, surtout des représailles. Parce que les bandits disent que garde à vous. Si vous alertez l'autorité, la nuit suivante, ça sera votre tour. Vous verrez ce que nous allons vous faire. Raison pour laquelle les gens ont peur. Ils ont peur aussi de mettre en danger la vie de leurs parents. Mais malheureusement, ce n'est pas une bonne solution. Parce que quand on donne la rançon aux bandits, ça l'encourage à faire davantage. Alors, vous venez de parler d'une force spéciale anti-gangs déployée dans la région donc, du Mayo-Kibi Ouest pour sécuriser la zone. Qu'est-ce que cette force a fait concrètement et à l'heure où nous parlons, où se trouve-t-elle? Oui, les autorités de la région du Mayo-Kibi Ouest ont fait de leur mieux pour sécuriser cette zone-là, en faisant appel aux gendarmes, en faisant appel aux gardes nomades et aux éléments anti-gangs qui étaient même déployés sur le terrain. L'un des gouverneurs, par exemple, avait demandé au ministre de la Défense de lui envoyer des chevaux pour fouiller les bandits dans la brousse. Mais malgré tous ces moyens, ils ne sont pas arrivés à mettre fin à ces phénomènes.
Mais nous avons plutôt constaté sur le terrain, selon les témoignages, que les militaires, au lieu de traquer les bandits, ils viennent plutôt mettre de la pression aux villageois. Quand ils arrivent dans un village, c'est le chef de village et les pères de famille qui doivent chercher des moutons pour leur nourriture, chercher du mil, chercher de l'eau pour eux. Parce qu'ils disent qu'ils sont venus pour les protéger, mais en réalité, ils n'ont rien fait, raison pour laquelle le phénomène perdure. Et donc la création des comités villageois d'autodéfense est comme une réponse à l'échec de cette force. Exactement, c'est arrivé en réponse à cette situation-là. Et la création comment on appelle, de groupes d'autodéfense est venue comment? C'est que dans la zone de Léré, il y a ce qu'on appelle les Lamentins dans le lac. Donc les Lamentins étaient victimes du braconnage. Et avec, comment on appelle, les ONG qui sont sur place, ils ont donné des idées aux gens d'organiser des comités de surveillance autour du lac, dont chaque village a l'obligation de surveiller la nuit pour empêcher aux bandits de venir tuer les Lamentins. Donc les gens sont inspirés de cet exemple-là pour dire que si les militaires n'arrivent pas à sécuriser notre village, pourquoi pas nous? Donc ils ont constitué dans chaque village des comités d'autodéfense. Et ces comités veillent la nuit. Ils font la patrouille pour regarder qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça que lors d'une patrouille, la nuit, le comité d'autodéfense d'un village a trouvé l'enfant d'un chef de village qui partait d'un village à un autre. Ils l'ont arrêté, ils lui ont demandé pourquoi. Non, parce que mon papa m'a chassé de la maison au moment où j'étais en train de lui dire de ne pas travailler avec les bandits. Puisque les bandits viennent la nuit, ils sont en train de préparer un coup pour enlever des enfants, pour enlever des personnes. Moi, j'ai dit non, et raison pour laquelle il était mécontent de moi, il m'a chassé de la maison. C'est comme ça qu'est arrivé le drame de Mataléré. Voilà, donc le drame de Mataléré était donc comme une sorte de chandelle qui a attiré l'attention des autorités, enfin du pouvoir central. Et au lieu que ce phénomène, enfin ce drame contribue à l'éradication du phénomène, vous dites plutôt dans le livre que ce phénomène, le drame de Mataléré a pris un tournant plutôt politique. Malheureusement, oui, le drame de Mataléré a pris un tournant politique parce que dès lors qu'on a assassiné le chef du village et 3 de ses notables, il y a eu des arrestations. Parmi les arrêtés, il y a 9 qui sont morts à la gendarmerie de Léré. D'autres ont été déportés à Djamena, puis transférés à Moussoro. Ils ont été jugés, mais on n'a pas trouvé des auteurs de ces assassinats-là. Malheureusement, pendant que la justice faisait son travail, les politiques ont récupéré le problème. Entre autres, si nous pouvons citer les noms, Saleh Kebzabo avec Jean-Bernard Pandaré et le maire de Léré se sont entrés dedans. Donc c'est devenu un problème politique. Il y a eu des déclarations du Premier ministre à l'époque, c'était Emmanuel Nadingar. Il y a eu des déclarations du ministre de la Justice à l'époque, c'était Abdoulaye Sabre Fadoul. Donc on a politisé le problème et ça se comprend parce que nous étions à l'approche des élections. Voilà. Alors, quel est donc le rôle joué par notamment les médias, les élus locaux et aussi les défenseurs des droits humains à cette époque? Je commence par les défenseurs des droits humains. Il y a des associations qui n'ont cessé de dénoncer ces problèmes-là. Ils écrivent des communiqués de presse pour dire qu'il y a eu enlèvement tel jour dans tel village et qu'ils condamnent cette pratique. Donc c'était à l'attention du gouvernement. Il n'y a pas eu de réaction. Les médias, la radio Terre Nouvelle qui donne des informations à la minute parce que elle est implantée dans la région où il y a ce phénomène. N'Djamena Hebdo et Journal Le Temps, dans lesquels j'étais grand reporter là-bas, ont diffusé des informations pour dire qu'il y a un problème sérieux qui se passe. Je me dis, est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas lu les journaux? Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas écouté la radio? Je ne comprends pas. Raison pour laquelle je me suis dit qu'il faut écrire encore un livre pour en parler amplement et attendre qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le pouvoir central va prendre au sérieux ou non? Mais déjà, je sais que le chef de l'État est au courant du problème. Raison pour laquelle j'ai mis sa citation à l'entame du livre même. Parce qu'il était à Léré le 28 mars 2012 pour
pour une cérémonie de son parti politique. Mais il est arrivé en tant que chef d'État, raison pour laquelle le président de l'UNDR, Saleh Kebzabo, s'est présenté là-bas. Donc, il y avait aussi Jean-Bernard Pandare. Sachant que les deux ne s'entendent pas, le chef de l'État a parlé. Il a appelé les leaders, les élites de la région à s'unir pour qu'il n'y ait plus de problème. Et il a dit, je le cite, je le dis avec beaucoup de regrets, l'exemple de Mataléré est le plus mauvais exemple que nous ayons connu dans cette région. Plus jamais cela, plus jamais de Mataléré. Donc ça veut dire que le chef de l'État sait qu'il y a un phénomène là-bas et que ce phénomène perdure parce que les gens ne s'entendent pas. Donc il a appelé les fils de la région à s'unir, à mettre ensemble leur énergie pour travailler, pour lutter contre ce phénomène-là. Au moment où le terrorisme gagne du terrain dans la sous-région Afrique centrale, est-ce qu'on ne peut pas, à partir de là, craindre des risques de radicalisation ou de récupération du phénomène par les terroristes? En effet, avant d'y arriver, il faut que je vous le dise que ce phénomène ne se pratique pas seulement sur la frontière Tchad-Cameroun. Ça se pratique aussi dans la zone avec la Centrafrique. Vous savez, là-bas, en 2004, si j'ai encore mémoire, il y a eu 300 enfants qui sont enlevés, 300 enfants des éleveurs, et cela leur a coûté 400 millions de francs CFA comme rançon. Donc, chaque fois que les gens donnent la rançon, ça encourage les bandits. Et le même phénomène se pratique dans la zone entre le Tchad et le Niger de l'autre côté là-bas, entre le Niger et le Nigeria aussi. Ça veut dire que c'est toute la zone du bassin du lac Tchad là qui est concernée par ce phénomène. Et les derniers chiffres que j'ai sont vraiment alarmants parce qu'il y a le comité justice et paix et l'ONG Bellac, Caritas de Pala qui ont mené des enquêtes sur le terrain. Ils ont réalisé que entre mai 2016 et décembre 2017, tout récemment, il y a, ça fait 20 mois disons, dans la fourchette de 20 mois, il y a eu 154 personnes enlevées, parmi lesquelles 8 sont décédées, 3 sont blessées, et il se trouverait que 276 personnes ont fui leur village pour aller rester dans d'autres villages. Donc ça veut dire que c'est un phénomène grave. Et le comité justice et paix a dit que cela équivaut à un montant de 126 624 francs CFA versés en rançon pour la libération de personnes enlevées. Et ce n'est plus le problème des enfants enlevés. Maintenant, les ravisseurs enlèvent toute personne qu'ils rencontrent sur leur chemin. Parce qu'ils se disent que même si c'est une vieille personne, ça peut leur apporter 100 000 francs, 1 million. Vous voyez? Donc dès lors, si les terroristes qui ont déjà investi l'extrême nord du Cameroun apprennent qu'il y a de l'argent du côté tchadien, ils vont franchir la frontière pour venir facilement. Et déjà, je vous informe que sur la route qui va de Touboro à Moundou, c'est la frontière Tchad-Cameroun, il y a déjà Boko Haram qui arrive à prendre en otage des personnes là-bas. Et tout l'extrême nord du Cameroun, il y a des prises d'otages parmi lesquelles il y a eu des Français qui sont pris en otage, il y a eu des religieux qui sont pris en otage et on a obtenu leur libération grâce aux rançons. Vous voyez? Donc, je suis sûr que les terroristes sont informés de la situation, mais si on ne prend pas garde, si le pouvoir central ne travaille pas bien pour assurer la sécurité de sa frontière, Boko Haram risquerait de s'infiltrer dans cette zone-là et ça serait vraiment du chaos pour le Tchad. Voilà, Monsieur Nestor, comme vous avez analysé la situation dans le livre Penser les prises d'otages contre rançon, est-ce que vous avez des suggestions pratiques à faire, peut-être aux autorités, à la population et pourquoi pas aux médias? Voilà, aux autorités, je l'ai déjà dit dans ce livre qu'il faut que les forces de défense et de sécurité du Tchad travaillent avec ceux du Cameroun pour permettre aux Tchadiens d'intervenir, de traverser le territoire pour aller chercher les bandits de l'autre côté, que ceux de là-bas aussi puissent traverser pour traquer les bandits, les ravisseurs. Si on ne le fait pas de cette manière, les bandits, dès lors qu'ils enlèvent quelqu'un ici, ils franchissent la frontière et c'est fini. On ne peut plus porter atteinte à eux. La population, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est de demander aux élites de la région. Le phénomène ne se passe pas seulement dans le Mayo-Kébi, hein. Il y a aussi le Logone oriental qui est concerné.
quand vous prenez la bande, la zone de Gorée et autres, ils sont concernés par ce phénomène de kidnapping de personnes. Donc, aux élites de travailler, de se mettre en concertation afin de trouver des stratégies de lutte. Parce qu'il n'y a pas que l'État seul qui peut travailler. Eux aussi, ils peuvent s'organiser dans des petits regroupements et aller sensibiliser les villageois pour dire que faites attention, soyez prudents et informez l'autorité, informez la gendarmerie, informez les forces de défense et de sécurité en cas de prise de tâche. Si vous trouvez quelqu'un qui n'est pas du village et que vous le trouvez un peu bizarre, il faut alerter comme on en fait pour la lutte contre le terrorisme, contre Boko Haram. D'ailleurs, les ravisseurs sont des terroristes. Et quant à la presse, aux médias, je leur dis simplement de ne pas baisser les bras. Il faut qu'ils continuent parce que leur travail, c'est d'alerter. Le rôle de la presse, c'est d'alerter. Le journaliste n'est pas un donneur de leçons, mais il doit informer de ce qui se passe. Alors, monsieur Dely Nestor, une fois de plus, merci. Pour nos téléspectateurs, s'ils veulent se procurer votre livre, où peut-on le trouver et il est à quel prix? Bon, ce n'est pas une publicité. Le livre est disponible à la librairie La Source et à la librairie Djambalbar. Donc, c'est au prix de 5 000 francs CFA. Voilà. En province aussi, je pense qu'il y a des points de vente à Moundou et à Bongor et à Pala. Voilà. Nous vous remercions donc infiniment d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau des Belles Lettres. Je vous remercie pour m'avoir invité, pour m'avoir donné l'occasion de parler pour que les gens comprennent l'importance de cette lutte que nous menons pour le bien-être des populations. Voilà. Fidèles téléspectateurs, comme vous le voyez, nous sommes donc arrivés à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui qui était consacré au livre de M. Dely Senzomi Nestor, intitulé « Penser les prises d'otages contre rançon, médias et systèmes d'alerte en Afrique », paru chez Ifriqiya. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie des programmes de Télé Tchad. Au revoir.